1944, la France libérée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, peu de départements ont été autant pillés que les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Les mineurs en seront les principales victimes. Mais la victoire alliée ne mettra pas fin pour autant à leurs souffrances, bien au contraire. Au lendemain de la libération, au nom de la reconstruction et de l'unité nationale, les mineurs devront travailler davantage, dans des conditions épouvantables et souvent au péril de leur vie. Jean-Pierre Azéma, en quoi la libération du Nord-Pas-de-Calais est-elle si spécifique? Rappelons d'abord que ces départements du Nord et du Pas-de-Calais ont été rattachés au commandement militaire allemand de Bruxelles et que ces habitants du Nord ont eu l'impression d'avoir été abandonnés par le gouvernement de Vichy. Ces habitants étaient globalement très anglophiles et patriotes. C'est pourquoi les dissensions ne touchent pas l'attitude qu'il convenait d'adopter à l'égard de l'occupant. Les dissensions concernent les relations sociales entre les patrons et les ouvriers, et notamment dans les houillères. Et il est tout à fait vrai que l'une des questions centrales est la bataille du charbon. D'abord, dans un premier temps, freinant la production pour l'occupant, ensuite en participant à la bataille de la production dans l'immédiate après-libération, et puis enfin en prenant position à l'égard des très grandes grèves qui vont secouer les mines dans l'automne 47 et dans l'automne 48. Et pourtant, beaucoup de mineurs se souviennent de cette époque comme une époque formidable. Ceux qui vivent, ceux qui ne sont pas morts, ouais. Non. Ah ouais. Une drôle d'époque. Ça nous a pris notre santé et tout. Certains terrils du Nord-Pas-de-Calais fument encore, comme si leur autocombustion carbonique et soufrée devait rappeler aux automobilistes pressés combien de sueurs humaines représentent leurs millions de mètres cubes arrachés aux entrailles de la terre. Comme s'ils expiraient ce travail de bagnard au fond de la mine, adouci par le Front populaire de 1936, devenu insupportable sous l'occupation, et pourtant accepté pour relever la patrie, après la libération. Ces pyramides de déchets du charbon racontent un siècle d'exploitation de l'homme par l'homme. Elles se souviennent aussi de la voracité de l'occupant allemand qui, par 2 fois, s'est jeté sur cette terre fertile du Nord, comme on prend une femme pour être nourrie. C'est au pied de ces mamelons que nous allons revivre la libération du Nord-Pas-de-Calais. Dans le pays minier, plus précisément dans le bassin de Lens, en compagnie de rares mineurs survivants de cette époque. Sur ce sol déjà occupé en 14-18, torturé jusqu'à l'os par les obus des batailles d'Artois, agrafé de cimetières militaires aux tombes innombrables. En 1918, avant sa retraite d'un pays ravagé,
l'envahisseur allemand avait systématiquement saboté les mines qui fonctionnaient encore. Un mineur nonagénaire en a été le témoin. Catastrophique. Ils se sont comportés comme de véritables sauvages. Hein. Ils avaient tout détruit. Ils avaient miné les chevalets, les machines d'extraction et les chaufferies dans toutes les mines. Leur mise en route a duré jusqu'en 1920. Hein. En 1944, avant de fuir, les nazis vont-ils mettre à exécution le même plan de sabotage? D'abord, un retour en arrière. À travers ces extraits du joli film de Louis Daquin, Le Point du Jour, rappelons-nous ce qu'était à cette époque le travail à la mine. Un travail de masse. Une organisation militaire, très hiérarchisée et autoritaire, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour obtenir le meilleur rendement. Dans les années 30, la mine n'est plus tout à fait germinale. Mais on y entre encore à l'âge de 13-14 ans. C'est le cas de tous nos témoins. Le mineur travaille avec ses biceps et il est payé à la tâche. Des amendes sanctionnent ses faiblesses. Leur premier grand souvenir, c'est 36, le Front populaire. Les 40 heures, les congés payés, une vie au travail plus humaine, la fête de l'espérance. C'est une véritable explosion sociale. Après l'exploitation de l'ouvrier qui est arrivé à son paroxysme, hein, et on ne pouvait pas aller plus loin. Hein. On a eu un petit peu de bonheur parce qu'on avait à manger comme il faut, il n'y a pas de chômage. Hein. On a connu la première fois la mer, Mal-les-Bains. J'ai connu en 1939, j'ai eu ma certificat d'études, c'est la première fois que j'étais à la mer. J'avais jamais connu la mer. Ils n'ont pas oublié que dès 1938, la préparation de la guerre a servi d'été noir au rêve de 1936. Dans les mines, c'est le retour au rendement. Le problème de la revanche qui commençait des compagnies minières contre les acquis du Front populaire. On recommence à reparler de rendement. C'est sûr. On fait appel au patriotisme des Français. En 1939. Déjà avant 1939. Ah oui, quand on disait qu'il fallait forger l'acier pour la préparation de la guerre, et nous on disait il faut faire du charbon absolument. Donc, et ça marche toujours un peu le patriotisme. Hein. Mais il faut dire qu'il y avait eu une période de relâchement après les événements qui ne pouvaient pas continuer éternellement. Hein. Dès qu'ils envahissent la région, les Allemands y répandent la terreur. En arrivant à Ouani, ils ont fait évacuer les caves, remonter les civils et ils ont abattu les hommes. Ils en ont abattu 80. Les gens avaient peur d'Allemands parce que les jeunes qui sont arrivés, les jeunes Allemands qui sont arrivés premiers étaient des SS, tout jeunes, à peine 20 ans, crachant l'écume. Les départements du Nord-Pas-de-Calais seront les plus réfractaires aux Allemands, les moins vichysois, les plus gaullistes et les plus anglophiles. C'est aussi dû au fait qu'ils sont coupés du reste de la France, rattachés au commandement militaire allemand de Bruxelles et déclarés zone interdite. L'occupant peut ainsi en pressurer l'industrie, la terre et le sous-sol comme dans nulle autre région de France. Dès l'hiver 40-41, le ravitaillement est le problème numéro 1. Roger Pannequin, chef militaire de la résistance dans le bassin minier, membre du comité central du PC après la guerre. Même dans ce pays, le charbon. Le charbon était raflé par les Allemands, il partait en train complet et puis il était rationné pour les familles des ouvriers mineurs. Les gens mangeaient très mal. Mon père, il a maigri de 20 kilos pendant la guerre. J'ai maigri de 17 kilos en 3 mois. Vous vous rendez compte? À 20 ans. Hein? Eh bien, il fallait quand même prendre le vélo, puis
On allait, avec les vélos de l'époque, dans les villages, essayer de trouver des rutabagas, des pommes de terre, des choses comme ça, et on revenait toujours avec quelque chose, parce que faut reconnaître que les paysans tartois et même des Flandres ont été corrects envers les gens du bassin minier. Ils ont vraiment donné ce qu'ils pouvaient donner. Nous n'avions plus de savon, alors pour nous le savon avait presque autant sinon plus d'importance que le pain. Hein. Quand on remontait de la mine noire comme des gaillettes, comme on dit chez nous, et même pas avoir un morceau de savon pour se laver, ce que l'on avait comme savon, c'était un ersatz d'argile qui vous arrachait la peau. Ça n'a jamais moussé, ça ne moussait pas. Hein. Alors, au fond, on se lave tous le dos à l'un à l'autre. Alors, celui qui lavait le dos derrière avec de l'argile, vous savez bien que ça faisait mal. Hein. Alors, quand on a réclamé tout ça, ça n'a pas plu aux Allemands. Hein. Et c'est de là qu'ils ont commencé à faire des rafles et des rafles. Hein. Ah ouais. Ce sont les communistes qui déclenchent les grèves. On n'a pas une idée de ce que représente l'armée allemande comme système de répression. Et les gens sont partis d'autant plus facilement dans la grève qu'ils ne connaissaient pas cet aspect répressif. Les Allemands se sont bien gardés de toute répression au début et dans le cours de la grève. La seule connerie qu'ils aient faite, c'est quand ils ont vu que la grève prenait, qu'elle s'installait, Niehoff a sorti une affiche menaçant les ouvriers de travaux forcés s'ils ne reprenaient pas le travail. Le lendemain, tout le bassin était en grève. Le matin, on disait, bon, on ne descend pas, on bricole, et on attendait, et puis il est arrivé un site-car avec deux Allemands de Gestapo, là. Ils sont arrêtés à la grille, là, et puis une rafale de mitraillette enlève. On n'a pas demandé son reste. Hein. Qu'est-ce que vous pouviez faire hein? Tout le monde est descendu. Et tout le monde a pris la lampe, et puis on s'est précipité. Quand le général Niehoff a signé les décrets comme quoi les mineurs ont eu un supplément de nourriture, de tickets de ravitaillement, d'argent. Les listes étaient déjà prêtes et beaucoup de gens, quand ils sont repointés pour retravailler, ont été arrêtés et incarcérés dans les diverses prisons de la région. Ils ont eu les renseignements, naturellement, par les Français, pour les arrestations, la police française, et puis les... Il en est revenu une bonne centaine de déportations. Tout le reste est mort en déportation. J'ai eu un frère qui a été fusillé. Et mon père était en prison. C'est la première grande rafle, je dirais, en France. Plus de 500 militants arrêtés en quelques nuits. Donc, incontestablement, on s'est trouvé au lendemain des grèves de 41 affaibli du point de vue des dirigeants qui étaient les nôtres. Étaient sur les fichiers des compagnies minières les anciens délégués mineurs, les anciens candidats délégués mineurs, les anciens responsables de siège, les anciens... Et les Allemands ont pris ces listes-là pour organiser leur répression. Si bien qu'on peut dire que pour la moitié, ils ont frappé à côté. Ça a été assez aveugle, la répression, assez au hasard. Ça n'a pas frappé les cadres essentiels. Et puis les cadres essentiels, on s'en est servi après. Ça a vraiment été les cadres de la résistance communiste pendant toutes les années qui ont suivi. Vous aviez l'impression de travailler pour qui? Pour les Allemands. Évidemment. On ne travaillait que pour les Allemands. Nous étions commandés par des Français, le personnel français, mais on savait que ce qu'on faisait, c'était pour les Allemands. Et on était obligés d'obéir aux ordres. C'est-à-dire que quand ils nous ont commandé de travailler le dimanche, on était travailler le dimanche. Ils réclamaient de plus en plus de charbon, il fallait travailler un dimanche sur deux, on faisait 9 heures par jour. C'était la preuve que le charbon, il partait pour la machine de guerre allemande. On a eu des hivers très forts, eh bien les particuliers n'avaient pas de charbon, rien du tout. Bon, on envoyait du charbon qu'on allait grappiller le long des chemins de fer au terri, on faisait une caisse, on envoyait ça chez une de ses cousines, qui nous renvoyait un petit peu de pommes de terre, un petit peu d'haricots. On mettait un peu de terre au-dessus. Alors, au jour, qu'est-ce qu'il vaut? C'est une balle de terre, parce que tout était trié en remontant au jour. Alors, des terres. Et en l'été, en dessous, tout charbon.
sur le terri. Oh, ouais. Et après, les gens allaient récupérer le charbon sur le terri. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup, même des femmes, tout ça. Hein, c'était intéressant. Hein, parce que les Lillois, tout ça, ils aimaient bien. Ouais, alors tout ça, ça a arrangé un peu le jeu. Est-ce que la résistance était possible au fond de la mine? Oui, elle était plus facile au fond de la mine, je dirais, parce qu'on était dans notre milieu. Puis on savait qu'il était les Allemands auraient du mal quand même à descendre à 700 ou à 800 mètres sous terre pour nous... Oui, une résistance passive, mais tous ces menus faits, comme les berlines déraillées, les éclissages, je dirais bien même bientôt le vol des boulons et des écrous pour les tuyauteries, les joints de caoutchouc qui étaient, comment je vais dire, arrachés. C'est minime, mais il fallait les remplacer. C'était toujours ça de gagner. On passe plus de temps à réparer le matériel qu'à faire du charbon. Alors, mais nous, on sabotait le plus possible. Hein. Couper le caoutchouc, un petit peu de terre dans le piqueur. Ça allait, hein. Mais ça ne plaisait pas aux Allemands. Et aux chefs non plus, hein, bien sûr, parce qu'il y avait un certain... Alors, il me dit, alors, mon ami, c'est vous qui avez saboté le câble? Le câble? Bah, je ne l'ai pas vu, monsieur. Hein. Et là, j'avais où? Il y a un accent comme ça. Bah, je dis, 15 ans, je dis, monsieur, demain, est-ce que vous êtes trop jeune? Vous allez en Allemagne. Oh, ouais. La commandature de Lille a convoqué tous les directeurs de mines, leur demandant s'ils voulaient continuer à diriger leur exploitation ou s'ils se retiraient. S'ils se retiraient, les Allemands venaient. Alors les directeurs de mines se sont concertés, ils ont eu une heure de concertation, ils ont décidé de continuer à diriger leur exploitation. Parce que s'ils refusaient, les Allemands imposaient des directions. Comme en 14-18, ils ont mis un ingénieur allemand. Tous, du galibot jusqu'aux mineurs à l'abattage, jusqu'à celui que l'ingénieur, tout le monde était dans le même sac. Et il n'y a rien à faire, il fallait travailler pour eux. Ces gens-là n'étaient pas seuls dans la direction. Il y avait facilement, à côté d'eux, des ingénieurs allemands qui étaient là, qui les contrôlaient. Donc, ils pouvaient pas en fait, les Allemands ne surveillent la production que de loin, à travers les chiffres que les compagnies doivent leur fournir. Il peut leur arriver de venir dans les bureaux, vérifier les livres de quinzaine, voire de menacer un directeur de fosse dont le tonnage baisse. Contrairement à ce que pensent les mineurs, ils ne ponctionnent que 4% du charbon. Mais l'occupant veille à ce que les entreprises françaises qui participent à son effort de guerre soient servies en priorité. Il peut être satisfait. Pendant l'occupation, la production demeure à peu près à son niveau de 39. Elle ne chutera gravement qu'en 44, avec les bombardements alliés et les sabotages des chemins de fer par la résistance. On va faire marcher cette taille, il faut qu'elle marche. Elle marchera? Si, elle marchera. Il n'y a pas vraiment de sabotage organisé. Les gens de la mine n'aiment pas trop saboter, c'est dangereux pour la sécurité. Et ils doivent bien continuer à vivre et nourrir leur famille. Les conditions de travail empirent. Les compagnies minières doivent produire à tout prix, dans des conditions matérielles et financières désastreuses. Pour limiter les dégâts, une seule solution, forcer le mineur à augmenter son rendement. Or, le matériel usé n'est pas remplacé. Les muscles doivent y remédier. Le prix de la tonne de charbon abattu payé aux mineurs baisse. Le salaire individuel à la tâche ayant été rétabli, celui qui veut maintenir sa paye doit piocher davantage. Je ne savais pas que le ciel pouvait être bleu comme ça. À la sueur se mêle un ressentiment d'exploité, mal nourri. Il grandit contre l'encadrement, la direction et les Allemands, mis dans le même panier. Tu es resté longtemps? 12 jours. Château. À 800 mètres sous terre, naît cet espoir diffus que la libération sera aussi une libération sociale. Et pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas un château, les mineurs? La mine a toujours eu un commandement très dur.
très militaire, mais au mauvais sens du mot, très brutal, disons, hein, qui me paraissait à moi, débutant, insupportable. Et je faisais des postes complets, de 8h15 au fond, derrière un mineur, à chronométrer tout ce qu'il faisait. Vous vous rendez compte? En pleine occupation, sous la tutelle allemande, un ingénieur venant de Paris, derrière le dos, devant un ouvrier, en train de chronométrer. Ingénieur des mines, puis secrétaire général des charbonnages de France, Alexis Destruy est jeune centralien quand il se réfugie au fond de la mine pour échapper au STO, le travail obligatoire au service des Allemands. Par goût des hommes, il y est resté. Pour le mineur, la libération, c'était l'espoir d'un changement de régime. Sous quelle forme, il ne savait rien. Libération sociale. Libération sociale. Hein. Attention, toujours travailler, c'est un travailleur, le mineur. Mais travailler différemment, il ne sait pas comment. Mais travailler moins péniblement, moins d'efforts physiques, moins de mort. À cette époque-là, 600 à 700 mineurs mouraient de silicose dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, par an, c'est-à-dire deux par jour. Il y avait un tué tous les 2 jours, sans compter les blessés graves. Donc il y avait un espoir que cette vie allait changer, très confus, hein, et que la libération serait une libération de l'homme. Ah, il crache sur le portrait d'Hitler. Oui. Dès le début septembre 1944, une fois Paris libéré, les troupes britanniques du général Montgomery déferlent sur le nord. Dans son repli précipité, l'armée allemande n'a pas le temps de saboter les mines. Les 2 départements sont libérés en quelques jours. Des résistants peuvent même se sentir frustrés de n'avoir pas eu le temps de déclencher une insurrection. Pierre Catris, le frère d'une figure de la résistance chrétienne à Lille, a tourné en amateur ces images qu'il revoit avec André Diligent, alors chargé de l'épuration des organes de presse. Et c'était tout simplement un militaire égaré, un Anglais égaré. L'accueil des libérateurs anglais est extrêmement chaleureux, malgré les bombardements qui avaient ravagé le Nord plus que toute autre région française. Surtout les ports et les villes situés sur les nœuds ferroviaires, comme ce fut le cas de Lens. Il visait la gare de Lens, toujours les chemins de fer. Mais il en tombait plus à côté, et nous, on ne le savait pas. Hein, parce qu'il faisait du bombardement en tapis. La première vague, elle arrivait avec des parachutes, si c'était la nuit. Ça tombait, les autres, ils voyaient plus le cœur, ils arrivaient... Ils déchargeaient leur chargement à côté, n'importe où, et puis... Et la population a accepté ça? Oui, parce que c'était normal pour nous, et puis il fallait que ça arrive pour être libéré un jour. Et dans ce temps-là, on ne en voulait pas. On aspirait qu'il arrive. Et il était au bord de l'abri, puis il a dit « Voilà nos libérateurs ». Et puis à ce moment-là, il est tombé 2 bombes. Lui, il a été tué. Il y a eu 72 morts ici à Salomine. Et jamais, jamais, jamais on a dit « bande de salauds » aux aviateurs alliés qui bombardaient. Ah, la place de la préfecture. C'est la foule qui vient aux nouvelles. Eh oui, il y avait une joyeuse pagaille au départ. Oui. On ne peut pas organiser une libération comme ça. Oui. Déjà, sur ces chars, des femmes avaient réussi à s'installer. Ça, c'est la gloire du vainqueur. Un petit début de flirt. On n'ira pas loin parce qu'ils sont partis aussitôt à la bataille. Eh oui. Les Français aimaient bien défiler à cette époque. Il y avait un sens de la patrie à l'époque qu'on n'imaginait pas. Oui, oui. On avait caché les drapeaux. Je connais même des gens qui ont fait une petite fortune à la Libération. Ils avaient préparé la fabrication de drapeaux.
les Alliés sont arrivés, il n'y avait pas tellement de résistants, il faut le dire, il n'y en avait pas, ça ne pleuvait pas. Mais quand les Allemands n'étaient pas passés de 10 km, vous avez la moitié de la population qui portait un brassard FFI à leurs bras. Alors là, vous ne savez plus distinguer les résistants. Pour 2 francs, 2 francs 50, je rigole peut-être un peu, mais c'est vrai, à ce temps-là, ben, vous achetez un brassard à la ruche, au l'établissement Vibo, à la Coop, si vous voulez, quoi. Alors tout le monde était résistant. Alors que pendant la guerre, on en comptait 10, 20, 30, et là, ça y est, la cour d'école était pleine, on ne pouvait plus rentrer. Et il fallait faire du maniement d'armes avec un manche à balai, avec un manche de pelle, du cinéma, du cinéma. Alors là, oui, on voit des prisonniers qui sont partagés entre le soulagement. Certains vont jusqu'à sourire, parce qu'un certain nombre avaient peur d'être exécutés. Il y a quelques personnes qui voulaient un peu leur casser la figure, etc. Mais généralement, ça a été fait avec une très grande dignité, malgré tous les soubresauts. Beaucoup d'ordre, beaucoup de discipline déjà. Alors qu'on pouvait craindre le chaos, le désordre, eh bien non. Et c'est là que on a vu arriver plusieurs femmes qui avaient été tondues. Tu te rappelles de cette affaire-là? Ouais. Et c'était la collaboration horizontale que les gens n'aimaient pas du tout. Hein. Je sais pas ce qu'il y avait de mieux. L'épuration dans le Nord-Pas-de-Calais a sans doute été la plus modérée et la plus propre de tout le pays. Discipline naturelle des gens du Nord ou illégitimité d'un massacre dans une région qui avait été peu collaboratrice. En tout cas, dans le bassin minier, seuls quelques ingénieurs et porions ont été pourchassés, voire assassinés, en général des grandes gueules. Ça a été une euphorie, ça a été une libération. Je sais pas, on était fous. On ne s'est pas occupé de vengeance tout de suite, c'est pas vrai. Ceux qui avaient collaboré, c'est-à-dire les Volksdeutsch, de pas mal d'organisations paramilitaires, tout ce qu'on veut, qui tenaient avec les Allemands, ben eux, ils étaient déjà sauvés, ils étaient déjà partis. Ils n'ont pas attendu que les Américains arrivent, qu'on soit libérés pour mettre les bouts, comme on dit. Ça a été des petits collabos qui ont trinqué, là. C'était des petits gars, des petits mouchards, des types comme ça. Beaucoup d'innocents, parce que les comités d'épuration, on y voyait de tout. Il y avait d'abord les vengeances personnelles, on accusait des gens à tort et à travers. Il s'agissait de types qui avaient eu peur et puis qui avaient appliqué les consignes allemandes par peur. Dans la taille, ça se traduit comment? Ça se traduit par le type qui gueule. C'est pas cette fainéant, je suis passé tout à l'heure, t'es au corps à 30 cm et t'as pas fait d'avacher, qu'au que t'es fou là. Le mineur est obligé de travailler quand même. Alors ceux-là ont payé. Ceux-là sont passés devant des juridictions d'épuration, ils ont été destitués ou bien ils ont été envoyés dans d'autres bassins miniers. Enfin, ils sont. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on va pendre les lâches? Il resterait plus grand monde. Hein. Il y a d'abord eu une période assez agitée où il fallait faire comprendre aux mineurs qu'il fallait reprendre le travail avec l'encadrement en place. Bon, pour leur donner satisfaction, parce qu'ils avaient un besoin, ça faisait partie pour eux de l'épuration. Et quand ils parlaient d'épuration, c'était une partie de l'encadrement. Ceux qui avaient montré précisément un peu trop de zèle pour la production, et sur ce plan-là, ils étaient déçus, et ils avaient un certain nombre d'exigences, en disant on veut bien travailler, mais plus avec cet ingénieur-là, plus avec ce porion-là. Le commissaire de la République envoyé par De Gaulle à Lille a joué un rôle déterminant dans le rétablissement de l'autorité. Dans les comités d'épuration qu'il a tout de suite créés, il a su calmer les esprits. En fait, les cas de porion, ça se réglait en général avec les délégués mineurs. On parlait, on regardait, on mettait en disant, bah, celui-là, on le remettra en place dans 15 jours, on le remettra en place dans un mois. Et finalement, les choses se tassaient d'une manière relativement bon enfant. Enfin, oui, chacun y mettant un peu du sien. J'ai toujours reproché au général de Gaulle qu'il a dit « Français, ne faites pas justice vous-même ». On aurait pu faire une très bonne épuration. Heureusement d'ailleurs que de Gaulle nous a dit « Français, ne faites pas justice vous-même ». Heureusement, parce que... Nous étions plutôt, nous, d'origine chrétienne, nous étions plutôt, non pas pour l'indulgence, mais pour une pacification, beaucoup plus que pour des exactions. D'autres avaient un autre tempérament. Nous avons été des modérateurs dans toute cette histoire-là. Oui. Je suis rentré au barreau après la libération.
J'ai défendu 2-3 industriels, je me souviens, et qui ont été acquittés d'ailleurs, parce qu'il y avait également des règlements de compte. Mais il fallait bien faire tourner les quelques usines qui pouvaient encore tourner et apporter un peu de pain à ceux qui pouvaient encore travailler. Une chose que je n'ai jamais bien compris, des ingénieurs qui étaient vraiment... Hein, ben non, on ne pouvait pas les saboter, on ne pouvait pas les liquider, parce qu'on avait besoin d'eux, on avait besoin des cervelles, comme ils disaient. Bon, c'est là où on revient toujours, le patronat, il ne perd jamais de nord. L'immense majorité est restée en place. Et c'est aussi très curieux comme phénomène, alors que les mineurs pensaient avoir de nouveaux chefs, de nouveaux porions, eh bien, au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, ils ont retrouvé les mêmes têtes. Et dans un consensus regretté, mais accepté. On a retrouvé des ingénieurs à la tête de la CGT qui avaient, en quelque sorte, pas mal poussé à la production de cela. Seulement pour se dédouaner, pour se blanchir, il n'y avait rien de tel que d'adhérer à la CGT et au Parti communiste. Là, vous étiez immédiatement blanchi. La CGT et le Parti communiste étaient omniprésents à la Libération. Ah oui. Ah oui. La CGT faisait à l'époque, je sais pas, moi, 90% des voix. Et pourquoi les autres ne sont plus là? Parce que la plupart hein, je pèse mes mots, la plupart des dirigeants socialistes du syndicat des mineurs de 39 avaient trahi. Ils étaient compromis du côté de Vichy, du côté de la collaboration. Ils avaient cru à un socialisme national, un national-socialisme. Donc ils étaient coulés. Et le Parti socialiste n'avait pas de quoi les remplacer. Beaucoup de leurs dirigeants étaient ici même pendant l'occupation. On les achetait dehors. Oui. À la Libération, on les achetait dehors et on a repris notre maison syndicale. Par contre, beaucoup d'autres, disons, ont été à nos côtés, comme les chrétiens. Hein. Les chrétiens ont été les premiers à nos côtés, je dirais même. Hein. Les premiers que l'on a retrouvés dans les rangs de la résistance, et pour nous, c'était une petite révolution, je dois dire, parce qu'on était très anticlérical, les communistes. Hein? La jeunesse catholique, les anciens du Parti démocrate populaire, se retrouvaient dans la résistance spontanément, sans mot d'ordre, parce que c'était leur instinct, c'était leur réponse. Et heureusement qu'il y a eu un tripartite, sinon il y aurait eu un bipartisme socialiste-communiste, et les communistes étaient plus forts que les socialistes, et j'aurais dit ça aurait été une sorte de véritable monopole. Les autres mouvements de résistance, pour eux, n'existaient pas. Parce que le Parti communiste avait sûrement, je dirais, sûrement, c'est sûr, on peut le dire, mis ses jalons dans les syndicats pour pouvoir nous encadrer. Pour nous, la libération, c'est la libération du joug des nazis, mais c'est aussi la libération de ceux qui ont été les complices de ces nazis. Il y a une aspiration, une certaine revanche sur ceux qui étaient avec les Allemands dans les grands bureaux des compagnies minières, ceux qui faisaient suer, pour nous, ceux qui donnaient les noms. C'était donc eux qui, dès 1940-41, livraient nos dirigeants aux Allemands, les menaient au poteau d'exécution et dans les camps de concentration, n'est-ce pas? Symbole hollywoodien du capitalisme dur et anonyme qui avait cours dans les mines, les grands bureaux des compagnies. Ici, ceux de Lens. De Gaulle les confisque à leurs propriétaires. La mesure est conforme au programme de la résistance en faveur d'un État dirigiste. En même temps, elle permet d'apaiser l'ardeur vengeresse des mineurs. Dès novembre 1944, la gestion des charbonnages est confiée à une administration provisoire d'État, à laquelle participent les syndicats des mineurs, c'est-à-dire essentiellement la CGT. La libération permet ainsi à des délégués mineurs de pénétrer dans ces lieux où régnaient des patrons de droit divin. Ils se souviennent encore combien ils s'y étaient sentis dans leurs petits souliers. En échange, l'État compte sur les communistes pour remettre sérieusement les ouvriers au travail. Priorité, le charbon, alors la principale source d'énergie. Libération, qu'est-ce que ça veut dire pour le mineur? À partir d'H1, il ne faut plus un. Maintenant, on arrête. Et ils ont arrêté. Ils ont encore continué à descendre au fond de la fosse, mais ils travaillaient plus fort. Alors, ces grèves qui éclatent pour un oui, pour un non, comme a dit Thorez dans son célèbre discours, elles vont à l'encontre de cette politique d'hégémonie
qui a pour but de donner à la direction du Parti communiste une base de masse très importante. La raison profonde, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la préparation de la collaboration Thorez-de Gaulle. Françaises et Françaises. Qui est Thorez? Maurice Thorez est le secrétaire général du PC, réfugié à Moscou depuis le début de la guerre. Il est un homme clé de cette histoire. À la Libération, le parti dont il est le patron est dominant, à cause du prestige que lui valent son rôle dans la résistance et la contribution décisive de l'URSS à la chute du nazisme. Pour redresser le pays, De Gaulle doit œuvrer de concert avec les communistes. Sa stratégie est simple. Plus on les utilisera, plus on les neutralisera. En décembre 1944, à Moscou, De Gaulle et Staline signent un pacte. C'est acquis, les communistes français continueront de coopérer avec De Gaulle et celui-ci les maintiendra aux affaires. Maurice Thorez est déjà rentré en France et c'est sous le portrait de Staline, à droite sur votre écran, que Jacques Duclos lance un appel à l'union des forces de gauche. Contre les autres, alors que tout devrait les unir. De Gaulle fait entrer Thorez à son tour et plusieurs communistes dans son deuxième gouvernement. Il les charge de la remise en route de l'industrie et des mines. Thorez va s'acquitter de cette tâche avec une ferveur qui dépasse toute espérance. Ils ont bien manœuvré. On a mis les communistes qui avaient fait beaucoup de résistance pendant la guerre, il faut le reconnaître. Il était les premiers en avant-garde. Bon, on a mis un ministre communiste du charbon, on l'a nommé ministre du charbon. Et on a un peu flatté les mineurs, on avait besoin du charbon comme du pain. Rien ne pouvait démarrer sans le charbon. Donc les mineurs, qui avaient toujours eu un petit peu cette impression d'être l'avant-garde de la classe ouvrière, le Parti communiste s'est toujours dit le fer de lance. Et les mineurs, dans ce fer de lance, c'était le fer de lance du fer de lance. Et le charbon était, à ce moment-là, la matière première la plus importante. Et ça, ils pouvaient le comprendre facilement. Mais on disait aussi, c'est pour chauffer les gens. Il y a eu un hiver 44-45 qui a été très rigoureux. Vous vous souvenez de la bataille des Ardennes, etc. Bon, ils sentaient bien qu'il y avait là un devoir. Et pour eux, ils pouvaient comprendre que c'était un devoir patriotique. En revanche, ce qu'ils comprenaient moins bien, pour un certain nombre d'entre eux, c'est que le progrès social attendu ne suivait pas bien. Or, on leur dit, non, il faut travailler, mais il faut travailler avec le même marteau-piqueur, dans la même taille et à peu près avec le même porion. Thorez va au charbon. Dans son pays natal, ce fils de mineur exhorte les ch'tis à donner l'exemple. À Oisier notamment, devant la foule des mineurs, puis le soir, en petit comité devant les responsables du PC et de la CGT, il a prononcé des paroles qui sont encore aujourd'hui dans toutes les mémoires. Aux ouvriers, produisez encore. C'est que l'intérêt du peuple, l'intérêt de la classe ouvrière est de travailler et de produire, malgré et contre les preuves et l'entraînement. Peu importe si 100 mineurs tombent sur le tas de charbon, pourvu que la bataille de la production soit gagnée. Ah ouais. Thorez disant à Oisier, ajoutant dans son discours à Oisier, jusqu'à présent, vous avez travaillé pour les compagnies minières, et bien désormais, vous travaillez pour le peuple. Si un mineur meurt à la tâche, sa femme reprendra la pioche pour continuer le travail. Fini le dimanche soir au petit bal jusqu'à 2-3 heures du matin. Il faut rentrer, il faut se reposer, se coucher de bonne heure de façon que lundi, on puisse affronter ce travail et produire. Il a employé des expressions comme « on s'amuse à faire grève et pendant ce temps-là, des mères de famille n'ont pas de charbon à mettre en dessous de la casserole pour chauffer le lait de leurs enfants ». Comme ça, des arguments comme ça, il a sorti. Hein. Nous qualifiant presque de saboteurs, quoi. Il se retournait sur nous, puis il disait « Toi, Calonne, toi, tu iras expliquer aux ouvriers », comme ça. C'est pas ce qui a été publié, bien sûr. Ça n'a jamais été publié, tout ça.
Toi, le cœur, explique-moi un peu pourquoi... Il s'en prenait à nous, aux militants communistes, parce qu'on avait laissé filer des grèves, des mouvements de grève. On avait déjà donné, hein, ça allait bien. Et il était venu réclamer qu'on continue l'effort et que ce soit encore les mêmes qui payent. En réalité, c'était ça. L'objectif stratégique de Thorez, c'était la participation directe des communistes dans le gouvernement de la France, donc, par voie de conséquence, dans les décisions de politique étrangère, qui sont toujours les plus importantes pour un parti communiste, tant qu'existe une Union soviétique qu'on peut menacer d'une façon ou d'une autre. Et c'était cela. Et il fallait donner des gages pour que, le jour où De Gaulle ferait entrer Thorez dans son gouvernement, la bourgeoisie française l'admette. Et c'est ce qui s'est passé. Alors là, ça a été le grand boom. Ça a été le grand boom, c'était à celui qui en faisait le plus. Tout le monde suit comme un seul homme, parce qu'il faut dire que les autres syndicats ont suivi aussi. Foncez, hein, il fallait y aller. Alors c'était un plaisir, les 100 000 tonnes, c'était une pelle de plus pour des hôpitaux, une pelle de plus pour les vieux, il fallait donner. Alors, et vous le faisiez? Ah bah ouais, on était tous dans le bain et tous poussés là-dessus. Et le mineur, pour ça, il a donné beaucoup. Hein. Est-ce qu'il n'a pas un peu trop donné? Si. S'il y en avait qui n'étaient pas très partisans, ben, il était montré du doigt par les autres. Tu as travaillé du temps des Allemands, maintenant tu ne veux plus travailler, n'importe quoi. Donc il est obligé de suivre. Hein. Il venait me demander pour faire double poste le samedi. Samedi, il travaillait au matin, au soir, il redescendait. Les femmes demandaient de l'argent. Quelquefois, les ouvriers descendaient et ne remontaient que 16 ou 24 heures après. J'ai fait des 12 heures. Toujours aussi un peu pour l'argent aussi à ce temps-là. Hein. Fallait le dire, on avait besoin de jeunes mariés, jeunes ménages. J'ai vu des fanatiques, croyez-moi si vous voulez, redescendre. Ben, il dit, qu'est-ce que tu vas faire là? Ben, il dit, je vais y voir, il dit, si je travaille là. Des propres copains, redescendre pour voir s'ils en faisaient autant pour l'avancement, si je ne dormais pas. Et si je n'étais pas terminé, ben, on restait 1 heure ou 2 heures. J'ai vu faire jusqu'à des 16 heures. 2 pas suivants le faire. C'est compréhensible, tous les mineurs, tout le nord, pas de coller. On ne voulait pas donner ça aux Américains. Et là-bas, Dunkerque, on ne va pas faire ici comme les Belges. Hein. Donner le port d'Anvers. Hein. Ah non. Oui. C'était patriote. Ah ouais. On était fiers de voir le drapeau qui va être mis sur le puits. Le baromètre, il y avait un baromètre avec les tonnages, on va arriver aux 100 000 tonnes. On montait en haut du chevalement, tous les 15 jours, tous les mois, un fanneau tricolore, pour la fois c'est un meilleur rendement. Et je verrai toujours le délégué mineur, qui était pourtant un communiste ardent, les responsables syndicaux, au garde à vous devant le drapeau tricolore qui montait. C'est la fierté de dire on relève la France, regardez, regardez. Et vous-même, vous avez travaillé comme un fou? Moi-même, comme les autres. Je faisais des records. Par 3 fois, j'ai gagné le 2e prix. C'était des bottines. On gagnait dans notre coin. Le meilleur abatteur, il y avait un vélo. Et le 2e avait une paire de bottines. Vous savez que des chaussures, c'était sacré. Combien de charbon par jour? Ben, j'ai fait jusqu'à 17 tonnes pendant un mois. Par jour? Par jour.
abattre, boiser, évacuer. Et un qui était fort, eh ben, il y avait exactement le cochon au bout du compte, ou bien le vélo, des pneus, des paires d'espadrilles. Enfin, tout était bon pour activer. Quand les décrets de nationalisation tombent, ils tombent comme une récompense donnée aux mineurs. D'ailleurs, Lecœur, qui est au gouvernement et qui préside à ces il le dit dans ses discours, ouvriers mineurs, c'est vous qui avez gagné les nationalisations. On ne travaille plus dans les mêmes conditions, on travaille respecté par la maîtrise et des ingénieurs. On a remis en place nos syndicats, on a remis en place nos délégués mineurs. On obtient en 1946 le statut du mineur et on a un de nos dirigeants qui devient directeur adjoint des houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Les mineurs deviennent presque maîtres de leur entreprise. Moi, j'avais 20 ans en 1946 et je suis élu par les mineurs du Puy où je travaillais. Je suis élu secrétaire du comité d'entreprise. Les comités d'entreprise viennent d'être mis en fonction et je discute d'égal à égal avec le délégué mineur à côté de moi, avec l'ingénieur principal du Puy. La CGT, à l'époque, ayant pris les rênes du pouvoir, hein, ayant en main la direction des houillères et des charbonnages, ils étaient vraiment chez eux. Alors il est bien évident que l'ingénieur, à l'époque, n'avait pas beaucoup de difficultés pour diriger les affaires. C'est la CGT qui s'en occupait. Le problème du ravitaillement, c'est la CGT qui le dirigeait par le biais de la coopérative centrale du personnel des mines. Si vous n'aviez pas de carte de la CGT, vous n'aviez pas droit au ravitaillement. Écoutez ça. La carte syndicale doit être présentée pour la distribution du génial. Les ouvriers ne toucheront plus ni vêtements, ni linge, s'ils ne sont pas à jour de leurs timbres syndicaux. Avant la guerre, pour avoir une maison, il a fallu être marié à l'église. Après la guerre, il fallait obligatoirement être inscrit dans la CGT. Pour entrer à la mine, il fallait une carte de la CGT, puisque c'était la CGT qui dominait tout le travail. Il y avait une méfiance entre les ouvriers. Chacun avait peur de l'autre. Puisqu'ils allaient raconter ça aux délégués, qui prenaient ça à grande cloche, le type était appelé. Il n'était pas appelé par l'ingénieur, c'était le délégué qui faisait le tout. C'était lui qui tenait le sceptre. Les communistes débrident leur propagande, d'autant plus librement que De Gaulle est parti en janvier 1946. Le cinéaste communiste Daquin encense les usines du peuple et les lendemains qui chantent. Et voici l'homme le plus aimé des travailleurs, le plus redouté des trusts, Maurice Thorez, vice-président du Conseil. Sa présence au gouvernement est le gage le plus sûr de la participation du peuple aux affaires du pays. Il a convié le peuple de France à l'effort. Il a guidé les mineurs à la victoire du charbon. Il votera communiste, le mineur qui a entendu l'appel de Maurice Thorez. Ils voteront communistes, tous ces Français, ce grand peuple immortel, cette nation sans laquelle le monde serait seul. Elle aura des lendemains qui changent, la France éternelle. Mais ça le faisait un petit peu rigoler parce qu'ils gardaient quand même le sens de l'humour. Hein, et ce sont quand même des Français. Hein, ce sont des Français du Nord. Et comme journaliste, j'ai dénoncé à l'époque le stakhanovisme. C'est-à-dire que nous connaissions le mot et nous disions nous n'allons quand même pas prendre les méthodes soviétiques de production, de héros du travail, parce qu'il y avait quand même de la rouspétance ici et là. Non, les choses ne sont pas passées aussi facilement. Et un certain nombre de militants cégétistes ont dû mouiller la chemise et user pas mal de salive pour convaincre leurs collègues de travail. Ben, on s'élevait, si vous voulez, contre toute cette surexploitation du personnel après la libération. Personnel sous-alimenté et qui faisait travailler outre mesure. J'ai là un article où on protestait, par exemple, contre le travail décrété par la CGT le 15 août. Ça s'est jamais vu dans les mines. Même du temps des Allemands, on nous a jamais fait travailler un jour férié. On a rabioté, on a ratiboisé les congés payés. On préférait les payer plutôt que les gens les prennent. L'acquis de 1936 qu'on met en exergue, c'est quoi? Les 40 heures, en général, et les congés payés. Enfin, surtout, donc, la réduction de la durée du travail. On est bien d'accord là-dessus. Bon. Alors, à la Libération, alors que les mineurs croyaient qu'on allait revenir au régime de travail d'avant-guerre, ben, en fait,
On a continué, pas tout à fait le système imposé par les Allemands, mais enfin un système qui faisait qu'on travaillait 48 heures. Et on s'est servi, je crois, au gouvernement du Parti communiste pour faire travailler les mineurs. Beaucoup de délégués mineurs ont eu l'impression que beaucoup d'ouvriers risquaient de perdre leur santé. Si, oui. Il y a eu des militants conscients qui ont ralenti, parce que la bataille de la production, ça se traduit aussi dans la réalité en bas, hein. Ça se traduit aussi dans le fait que toi, tu travailles avec moi, mais tu vas essayer de travailler 2 fois plus que moi pour gagner 2 fois plus. Alors le délégué mineur qui voit ça, il lui dit, dis donc, vas-y mou, hein, parce qu'il y a ton copain qui est là quand même. Hein. Si, il y a eu des mises en garde comme ça. À l'époque, le mineur travaille encore avec ses bras. La véritable mécanisation n'est pas encore arrivée, ni l'utilisation de l'eau pour dompter la poussière de roche. Il s'époumonne dans une poussière telle que parfois il ne se voit pas à 1 mètre. Cet embrun permanent de la mine leur donne la silicose, une maladie qui n'a pas encore de nom. Quand elle sera officiellement reconnue, il sera trop tard. Le mal, aggravé par l'acharnement au travail au cours de la bataille du charbon, aura déjà été fait. Le mineur a pris un coup terrible. Hein. Ça faisait une poussière infernale. Qu'est-ce qu'on pouvait bouffer comme poussière? Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien du tout. Hein. Mais on travaillait, on n'y pensait pas, je ne sais pas. Vous n'aviez pas cette préoccupation? On n'y pense pas, c'est pas vrai. Nous, c'est tout le travail et puis nourrir les enfants puis les femmes. Je me mariais, j'avais un lit d'1 mètre 20. 1m20 le lit, à 2. Un petit feu pour faire casserole par casserole. En 47, hein, en 47. Et maintenant, on a trop de meubles, c'est vrai. On a eu 5 enfants, les enfants sont mariés, et ben... Ils gagnaient de l'argent à la pelle. À la pelle. Donc ils étaient contents. Ils étaient heureux. Les femmes aussi. Hélas. C'est l'équivalent du Stakhanovic. C'est lui qui fait beaucoup plus de travail. Bon. Et ces personnes, ils sont dans les cimetières maintenant. Ils n'ont certainement pas dépassé 50 ans. Quand ils ont été silicosés, j'ai vaguement l'impression qu'ils ont dû regretter ce qu'ils ont dû faire. Dans ma classe du certificat d'études, comme j'ai été à peu près l'un des rares à n'avoir pas été au fond tout de suite, je suis à peu près un des rares survivants. Ouais. Ah ouais. Parce que j'ai connu dans ma cité des gens mourir à 35, 36, 37, 40 ans. C'était le maximum. Mon père est mort de silicose. J'ai 1, 2, 3, 4 oncles. Ces 3 frères sont morts de silicose. Ces 2 beaux-frères sont morts de silicose. C'est vous dire que le tribut est lourd. J'ai mis des méthodes d'exploitation en route. Méthodes d'exploitation que j'ai intitulées chambre et piliers. Il y avait un rendement formidable, tout ça. J'avais mis les meilleurs ouvriers. Il n'y a plus un qui existe. Plus un. Je me suis comporté comme un sauvage. C'est-à-dire, c'était le charbon, je ne pensais qu'à ça, à la production journalière. Le charbon à tout prix. Il y a eu trop de copains qui se sont donnés trop fort, et puis qu'on aurait pu les prévenir avant pour question de maladie et puis tout. C'est immense ce que j'ai comme copain. Moi, je revois un tas de leaders que j'ai bien connus. Hein. Des colosses, des gars intelligents, pleins d'humour, des forces de la nature, qui ont travaillé sous mes ordres et qui, 4 ans ou 5 ans après, mouraient de silicose. Hein, à 28, 30 ans, 35 ans. Tous mes abatteurs que j'ai connus à cette époque-là, tous sont morts avant la retraite, à 50 ans. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai pris le soin d'aller revoir ceux qui restaient des mineurs et leurs veuves de la première fosse que j'avais eue. Hein. Et je leur ai dit, toute ma vie, je rappellerai à l'opinion ce que vous avez fait, ce que vos maris ont fait pendant cette période-là.
C'est ça maintenant notre remords, ou un mot remords personnel. Moi, je pense très souvent à tous les gars que, je sais pas que j'ai fait mourir, mais qui sont morts sous mes ordres. C'était une forme, oui, c'est une forme de barbarie, mais tout à fait inconsciente. Et je suis certain, parce que j'avais l'estime des gens, que les ouvriers ne me considéraient pas comme un barbare. Ils me considéraient comme un chef autoritaire, ferme, mais très humain, pas comme un barbare. Mais maintenant, après coup, je me sens très barbare. Ce sacrifice collectif hein, est pratiquement unique, je pense, dans l'histoire ouvrière. Ce serait à refaire, la bataille de la production, vous donnez à fond, vous le referiez? Non, non, non. Seulement, ce temps-là, on était patriote. Il faut dire, patriote... Mais il ne faut pas oublier qu'on avait une autre main-d'œuvre qui était avec nous. C'était les prisonniers allemands. Et on était chargés de les faire travailler. Pour moi, c'était des pauvres types. Les trois quarts n'avaient pas voulu la guerre. Je me rappelle de Villiers qui me faisait voir la photo de ses gosses. Et qui me disait, quand est-ce que je vais les revoir? Bon, Walter, c'était pareil. C'était des gens qui étaient comme il faut, quoi. J'ai même eu des SS qui ont travaillé. J'en ai eu 3. Il était dans un travail très dangereux, au foudroyage. C'est malheureux de le dire, c'était des très bons gars, des travailleurs acharnés. Et je ne pouvais rien leur dire. Et donc, il n'y a pas eu chez les mineurs français un esprit de vengeance? Non, il n'y a pas eu, c'est pas vrai. Vous ne pouviez pas. Moi, ça m'est arrivé de donner une tartine. Ben, beaucoup, presque tout le monde a donné une tartine. Quand tu travailles avec toi, tu oui, donnais 2 tartines ou 3 tartines. Hein. Oui. Ça, pour ça, il n'y avait pas de problème. Hein. Au contraire. On n'a jamais été méchant. Dans une équipe de 4 bonhommes, il y avait un Allemand, et ben, ses 3 camarades, les Français, lui apportaient chacun 2 tartines. Eux, ils mangeaient 4 tartines et l'Allemand en mangeait 6. Ouais, c'était comme ça. Pourquoi n'y va-t-on pas passer notre lune de miel sur la Côte d'Azur? Et comme j'ai payé, ça commence le mois prochain. T'as jamais été au bord de la mer, toi? Ce couple de la mine de Daquin peut aller au château de la Napoule, acheté par les charbonnages pour offrir aux mineurs des vacances comme les riches sur la Côte d'Azur. La bataille du charbon n'a pas fait que des morts. Les nationalisations ont apporté aux mineurs des avantages qu'ils n'auraient jamais espérés avant-guerre. Des colonies de vacances, un système de santé et un habitat amélioré, le respect de l'homme au travail. Il n'est plus considéré comme une simple machine à produire. Au fond de la mine où ils s'étaient réfugiés pour échapper au STO, des fils de bourgeois ont vu le monde ouvrier de près. Dans la résistance, dans les prisons ou les camps, des hommes d'origine sociale différente ont appris à se connaître et à parler entre eux. Avec la libération, le mineur a enfin acquis le droit à la parole. Il va bientôt s'en servir pour protester. Maurice Thorez est de nouveau dans le bassin minier. Non plus pour presser les mineurs de travailler d'arrache-pied, mais pour soutenir des grèves. Il dénonce le capitalisme d'État qu'il a contribué à installer. Que s'est-il passé? Thorez et les ministres communistes ont été chassés du gouvernement. Ils n'avaient pourtant pas démérité. Mais la guerre froide soufflée par l'URSS est là et jette un soupçon sur eux. On croit Thorez avant tout aux ordres de Staline. En même temps, l'État assure son emprise sur les charbonnages. Les représentants de la CGT au conseil d'administration sont révoqués par décret. Les mineurs ont le sentiment d'avoir été abusés, d'autant que l'inflation lui reprend ce qu'il commençait à gagner. Alors le parti lâche la bride à la colère des mineurs. La propagande communiste change du tout au tout. Louis Daquin lâche les trompettes des lendemains qui chantent pour nasiller la haine. Ce métier, le feriez-vous, messieurs les politiciens? Le feriez-vous pour ce salaire de misère? Les mineurs sont écœurés par toutes ces ignominies. Les traîtres osent parler de mouvement politique alors qu'on ne demande qu'un minimum vital indispensable. Prenez garde, tremblez, profiteurs et vendus.
Le peuple vaincra. Il passera sur tout, sur vos chiens, sur vos tanks, sur vos mitrailleuses. Il passera, que vous le vouliez ou non, parce qu'il est le progrès, parce qu'il est l'avenir, parce qu'il est la vie même, et parce qu'il est comme La lutte des classes mise de côté depuis la libération est bien de retour. L'année suivante, les grèves déclenchées par la CGT ont pour le pouvoir une odeur insurrectionnelle. Paris envoie la troupe dans le pays noir pour établir l'ordre. Image de la guerre que le gouvernement déclare au peuple. Conséquence directe du plan Marshall, le matériel et les équipements américains finissent par avoir raison des hommes totalement désarmés. Les CRS parviennent à envahir les mines. C'est l'occupation, comme au temps des Boches. Et ce ne sont pas les CRS qui peuvent faire remonter le charbon. Les héros de la bataille du charbon ont l'impression d'être mis au banc de l'État. Après l'échec de cette longue grève, réalisant qu'ils n'avaient été que des héros de propagande, les mineurs du Nord se tairont. La grève de 48 marque la fin d'une époque. La suite s'appelle côté rue, patience. Côté jardin, un partenariat d'entreprise qui finira par beaucoup améliorer le sort d'une corporation qui a pu se croire un moment maudite. Mais renversant la tradition, ces gens si fiers de leur métier se font tous la même promesse. Tout faire pour que mon fils ne soit pas mineur. Les événements à venir les aideront à exaucer leurs vœux. Les mines du Nord-Pas-de-Calais seront progressivement fermées et démantelées. La dernière s'est arrêtée en 90. La véritable libération des mineurs est peut-être celle-là. Et leur vraie grandeur appartient désormais à l'histoire.